passer à replay. Nous avons vu ce qui arrive quand Israël et l'Iran s'affrontent directement, et cela a été très clair. Quand la tension stratégique augmente, l'avantage se joue d'abord dans les airs. La question aujourd'hui n'est pas de savoir si Israël peut le faire, car il a déjà prouvé sa capacité. La vraie des questions est: qu'est-ce qui rend l'armée de l'air israélienne si puissante? Et pourquoi? Même sans être la plus grande, beaucoup la considèrent comme l'une des mieux préparées au monde. Pourquoi de nombreux pays de la région évitent-ils à tout prix une confrontation avec l'armée de l'air du minuscule État juif? En guerre moderne, ce n'est pas le plus bruyant qui commande, mais celui qui contrôle le ciel. Israël n'a pas la plus grande force aérienne du monde, loin de là. Mais pourtant, encore et encore, on parle de la force aérienne israélienne comme l'une des plus préparées et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons répondre à ce qui compte vraiment, sans fanatisme, sans propagande et avec des faits. Qu'est-ce qu'Israël possède dans les airs? Exactement combien d'avions de combat y a-t-il? Lesquels sont-ils? À quoi sert chacun et quelles sont les limites réelles de cette force? Si le scénario se complique, et je vous promets quelque chose à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre. Pourquoi la force aérienne israélienne peut sembler plus grande qu'elle ne l'est réellement, et pourquoi dans cette région, cette différence n'est pas un détail, c'est une question de survie. Alors allons droit au but. Pour comprendre la force aérienne d'Israël, il faut vraiment l'aborder sous le bon angle. Une force aérienne, ce n'est pas le nombre d'avions que j'ai, une force aérienne est un système, ce sont des avions. Oui, bien sûr, mais c'est aussi du renseignement. La guerre, l'électronique, le ravitaillement, le transport, les hélicoptères, le sauvetage, l'entraînement, la logistique, la doctrine et surtout l'expérience. Israël est une petite nation sans profondeur stratégique, tel est son point central. Ici, les erreurs coûtent vite très cher. C'est pourquoi l'armée de l'air israélienne n'est pas un accessoire et n'est pas non plus destinée au défilé militaire. Chaque année, en effet. En pratique, c'est l'une des assurances-vie du pays. Maintenant, quand on parle de données concrètes, il faut être honnête, Israël ne publie pas tout. Il y a des choses qui sont qui sont classifiées, évidemment, mais il existe des chiffres et des estimations publiques qui nous permettent de comprendre de quoi nous parlons. Dans des sources publiques, on situe généralement l'inventaire total d'Israël dans une fourchette d'environ 600 aéronefs, entre avions et hélicoptères. Et le composant de combat, c'est-à-dire ceux qui sortent réellement pour intercepter ou attaquer, est estimé à des centaines, pour être plus précis, à un chiffre de 280 aéronefs de combat. Je répète, ceci sert à donner une idée de l'échelle, pas à jouer au porte-parole militaire. Le cœur de la puissance aérienne israélienne actuelle peut être vu comme une boîte à outils. Si vous retenez cette idée, vous avez compris la moitié de la vidéo. Nous avons des F-35, ce sont le scalpel silencieux, le capteur qui ouvre la voie, puis les F-15, le lourd marteau, la charge, la portée, la puissance, puis il y a les F-16, le travailleur du quotidien, polyvalent et rapide à déployer. Regardons-les un par un en détail. Nous avons les F-35, inconnus ici en Israël sous le nom d'Adir. Ainsi, nous parlons de la plateforme la plus moderne, spécialisée et stratégique qu'Israël et le monde possèdent. J'aime expliquer les F-35 avec une phrase simple. Ce n'est pas seulement un avion, c'est de l'information qui vole. Parce que les F-35 ne font pas que voir. Ils fusionnent l'information, prennent des données des capteurs, des radars, de l'infrarouge, de la guerre électronique. Ils rassemblent tout cela et fournissent à l'intelligence militaire un tableau clair, puis ils le partagent. Parfois, les gens pensent que la magie, c'est d'être invisible, et déjà la furtivité aide. Bien sûr, le véritable super-pouvoir, c'est qu'un F-35 devient le chef d'orchestre en vol. Il entre, il observe, il marque et il peut permettre à ses coéquipiers de tirer depuis beaucoup plus loin. Ça, dans un scénario avec des défenses denses, ça change la donne. Maintenant, pour mettre des chiffres sur la table. Dans des rapports ouverts récents, il a été mentionné qu'Israël possède déjà 48 F-35 et que le plan vise à atteindre 75 dans les prochaines années. Qu'est-ce que cela signifie ?
En pratique, cela veut dire consolider plusieurs escadrons opérationnels avec une rotation de maintenance et toujours des avions disponibles. Parce que le grand défi du F-35 n'est pas seulement de l'acheter, c'est de le maintenir prêt. Et c'est là qu'entre en jeu quelque chose de très israélien, l'obsession de la disponibilité en situation de guerre réelle. Ça ne sert à rien d'avoir le F, l'avion parfait, s'il est dans le hangar à attendre une pièce de rechange. Maintenant, il y a une autre dimension intéressante dans le cas israélien. Israël a toujours cherché à intégrer ses propres systèmes, à adapter les logiciels d'émission et à apposer sa propre marque, très caractéristique. Et dans ce présent moderne où nous jouons, l'IA est devenue un composant essentiel qui propulse non seulement Israël en tant que pays, mais qui s'est concentré précisément dans toute sa structure militaire. Et ils équipent, comme aucune autre flotte, tous leurs avions et toutes leurs forces aériennes d'intelligence artificielle, ce qui augmente encore davantage leur puissance. En d'autres termes, l'avion peut être d'origine américaine. Mais Israël essaie de faire en sorte que le cerveau opérationnel soit le plus aligné possible avec ses besoins, en y intégrant sa propre technologie israélienne. Au Moyen-Orient, cela a beaucoup de valeur, car voler dans un théâtre en travaillant calmement n'est pas pareil. Voler dans une région où chaque système ennemi, chaque radar, chaque batterie devient une variable réelle. Maintenant, si le F-35 est le scalpel de précision, Israël a aussi besoin de marteaux. Et c'est là que les F-15 entrent en jeu. Pour beaucoup, le nom F-15 paraît dépassé, mais attention, dans ses versions récentes, il reste un monstre. Pourquoi ? Pour deux choses qui, en temps de guerre, valent plus qu'en marketing, la capacité d'emport et l'autonomie. Le F-15 peut emporter plus d'armement, plus de carburant, plus de capteurs, littéralement c'est un camion de guerre dans les airs, et c'est crucial si l'on parle de scénarios à longue portée. Selon des rapports publics, un accord a été conclu pour acheter 25 F-15 IA avancés avec une option pour 25 de plus. Et avec des livraisons qui ont été mentionnées autour de 2031 par lot de 4 à 6 par an, c'est important pour une raison simple. Israël ne mise pas tout sur un seul avion. Israël construit un ensemble complet. Le F-35 peut entrer en premier, ouvrir la voie, semer la confusion, recueillir des informations et désigner des cibles derrière. Le F-15 peut transporter une lourde charge. Cette combinaison est celle que beaucoup de pays aimeraient avoir. Maintenant, le troisième protagoniste. Les F-16 israéliens, qui sont les travailleurs du jour J, ne sont pas les avions les plus récents. Ils sont polyvalents et fiables. Et en Israël, beaucoup de F-16 ne sont pas ceux du catalogue. Ils ont été modifiés, adaptés et intégrés avec des systèmes et des armes de l'industrie israélienne elle-même, qui est déjà très avancée. Et cela leur donne une durée de vie stratégique beaucoup plus longue que celle de leurs petits frères des autres forces armées des différents pays. Les F-16 israéliens sont ceux qui font une grande partie du travail. Ils patrouillent constamment, jour après jour, les cieux israéliens. Ils ont un niveau de réponse très rapide, avec une grande expérience des missions de précision et de soutien. Alors, si vous gardez à l'esprit tout ce que nous avons dit, le F-35 ouvre des portes, le F-15 frappe fort et le F-16 soutient et maintient le rythme. Mais il y a un point très important à prendre en compte. Une force aérienne ne vaut pas pour ce qu'elle a sur le papier, mais pour ce qu'elle peut soutenir. En une semaine de guerre. Et ici, Israël a un avantage incomparable. En pratique, Israël a opéré pendant des décennies dans des scénarios réels. Cela signifie des pilotes expérimentés, cela signifie un renseignement constamment mis à jour, cela signifie une coordination avec d'autres branches. Le plus précieux, c'est qu'il apprend vite de chaque opération. Si vous demandez pourquoi beaucoup disent que cette force aérienne est l'une des meilleures, normalement la réponse n'est pas parce qu'elle a plus d'avions. C'est parce qu'elle a une véritable culture du combat. Et cette culture se remarque dans quelque chose de très concret. Cycle de combat. Il planifie, exécute, évalue, corrige, s'adapte et recommence un cycle entier, encore et encore, le tout en peu de temps, et ce rythme crée un avantage énorme. Voici un point stratégique crucial pour cette chaîne.
Si vous aimez ce type d'analyse, abonnez-vous et activez la cloche pour être averti de mes nouvelles vidéos. Bien, parlons maintenant d'un élément clé qui peut décider de n'importe quelle guerre, la logistique aérienne, en particulier le ravitaillement en vol. Pour les opérations de longue portée, même avec le meilleur chasseur sans carburant en vol, vous n'avez rien. Israël a historiquement utilisé des ravitailleurs basés sur des Boeing 707 modifiés. Ils ont servi des années, fait leur travail, mais commencent à vieillir. C'est pourquoi Israël modernise cette capacité avec l'achat de ravitailleurs modernes, avec un plan public visant une flotte de plusieurs KC-46. Pourquoi est-ce si critique ? Parce qu'avec un scénario comme l'Iran, il suffit d'y arriver. Il faut de la marge, il faut de la flexibilité, pouvoir changer d'itinéraire, pouvoir soutenir l'attaque en territoire ennemi, et il faut pouvoir revenir si le plan change. Le réservoir de carburant dans un conflit à longue portée est presque aussi important que le missile. Maintenant, parlons du cerveau, de l'intelligence. L'armée de l'air israélienne n'agit pas à l'aveugle. Israël mise fortement sur la surveillance, la reconnaissance et le renseignement électromagnétique. Cela inclut des plateformes très spécifiques, les Gulfstream G550 de mission spéciale. D'un côté, nous avons le G550 ATAM qui fonctionne comme système d'alerte avancé et de contrôle aéroporté. En gros, c'est un radar volant avec une large couverture qui aide à détecter, suivre et coordonner ce qui se passe dans les airs en temps réel. Et d'un autre côté, il y a la version de type Shabit, l'Oron. Il se concentre sur le renseignement électromagnétique, l'écoute, la localisation des radars et communications, ainsi que le soutien aux escadrons. Avec une carte beaucoup plus claire de l'ennemi en temps réel, à quoi sert tout cela pour pouvoir avoir une vision claire du terrain ? Ce sont les yeux qui peuvent voir absolument tout, et ce qui ne peut pas être vu est partagé en temps réel. Toute la flotte de chasseurs qui est en train d'attaquer dans les airs à ce moment-là. Et cet avion est vraiment une œuvre d'ingénierie en matière d'espionnage. De l'extérieur, vous pourriez le voir comme un avion ordinaire. Il a quelques détails qui le rendent un peu étrange, mais à l'intérieur, c'est un système stratégique et de communication impressionnant. Il peut détecter quel radar s'est allumé, quelle batterie a changé de position, quelle fréquence est apparue. Dans ce théâtre complexe, cela dicte des décisions instantanées. Bien, ajoutons à tout cela les drones. Israël a une forte tradition dans les drones, et il n'est pas clair de savoir combien il en possède, car le chiffre exact n'est pas publié. Mais ce qui est clair dans les sources ouvertes, c'est qu'Israël opère plusieurs escadrons et maintient un rythme 24h sur 24 et 7 jours sur 7 avec des drones dans les airs pratiquement tout le temps. Pour clarifier, voyons ce qu'ils sont et à quoi ils servent. Nous avons le ERM 450, le SI et le drone tactique de longue endurance. Son travail typique est la surveillance, la reconnaissance et le suivi de cibles. Il sert aussi de relais de communication lorsque c'est nécessaire. Ensuite, nous avons le ERMS 900, le Coab, l'étoile. Pensez à cela comme au grand frère, avec plus d'autonomie, plus de capacité de charge. Il sert au renseignement, à la surveillance et à la reconnaissance à grande échelle pour un suivi prolongé et des missions nécessitant plus de capteurs et de temps. Au-dessus, nous avons ensuite le Héron, le cheval, très important dans la flotte. Il sert pour de longues patrouilles, une surveillance étendue et des missions soutenues. Là où la clé est de passer des heures et des heures à observer la même zone sans se fatiguer, ensuite nous avons le Héron, TP, l'Aitan. C'est la catégorie lourde à haute performance, elle est utilisée pour des missions de longue portée, une grande autonomie, des capteurs beaucoup plus robustes et des tâches stratégiques. Là où vous avez besoin d'un œil capable d'opérer loin et pendant très longtemps. Et en plus de tous ces drones colossaux, Israël utilise aussi des drones beaucoup plus petits pour les unités et les fronts proches, comme la famille de type Skylark. Récemment, de nouvelles plateformes type Spark ont émergé, occupant un espace entre petits et très petits. Des besoins très spécifiques, surtout pour l'accompagnement des troupes d'infanterie. Alors, quand vous entendez parler de drones israéliens, ne pensez pas à un seul modèle, pensez à une boîte à outils complète. Les drones ne remplacent pas les chasseurs.
Ils augmentent l'efficacité de la force aérienne en réduisant l'incertitude, assurant une surveillance continue et fournissant aux pilotes des informations récentes avant d'entrer en zone dangereuse. L'essentiel est que chaque drone réduit le risque pour un pilote, qui est en Israël une ressource stratégique. Passons maintenant à la puissante flotte d'attaque israélienne, et il ne s'agit pas des avions, mais des hélicoptères, car c'est le chasseur qui domine le ciel. Oui, bien sûr, mais c'est l'hélicoptère qui va là où personne ne veut aller. Israël utilise des hélicoptères dans 3 rôles très clairs: attaque, transport tactique et transport lourd. D'abord, ceux d'attaque, les H-64 les célèbres. Apache. En Israël, l'Apache est connu sous 2 noms, Péten et El Saraf. Que font-ils? Ce sont les plateformes classiques pour l'appui rapproché, accompagner les forces au sol, frapper des cibles précises, opérer de nuit et fournir une couverture lorsque la situation est très rapprochée. Très rapide et très dangereuse. Son avantage n'est pas seulement le canon, les missiles et l'incroyable puissance de feu qu'elle possède. C'est la combinaison de capteurs, l'opération nocturne et le fait qu'elles peuvent maintenir la pression sur un point pendant que le reste de la force se déplace. Et en Israël, les Apaches ne sont pas ceux des défilés. Ils ont effectué de vraies missions pendant des années sur différents fronts, et cette expérience compte quand tout devient chaotique. Au cours des 2 dernières années de guerre soutenues sur de multiples fronts, les Apaches n'ont eu aucun répit, ce qui se traduit par un corps de pilotes très expérimentés, recherché par toute force aérienne moderne. Ensuite, nous avons les hélicoptères tactiques de transport, les UH-60, les célèbres Black Hawk, connus ici sous le nom de Yanshuf. Ce sont ceux que vous voyez lors des opérations d'insertion et d'extraction de force, d'évacuation médicale, de transfert rapide de personnel et de missions de transport et de sauvetage. Ils ne sont pas les plus impressionnants, mais ils sont parmi les plus utilisés car ils relient efficacement et directement l'air et la terre. Troisièmement, il y a la force lourde et la puissance brute des CH-53 Yassour. Cet hélicoptère a été pendant des décennies le grand camion d'Israël. Déplacer des charges lourdes, extraire des personnes de zones dangereuses, soutenir les forces spéciales et accomplir des missions exigeant force et endurance, c'est là que le futur intervient. Le processus de remplacement de cette flotte par le CH-53K est déjà en cours, qu'on appelle en Israël le PER. L'idée est simple, maintenir la capacité de transport de charges lourdes, mais avec une nouvelle génération d'hélicoptères, plus moderne et adapté à des exigences israéliennes très spécifiques. Alors, quand vous parlez de l'armée de l'air israélienne comme d'un système, ici vous le voyez clairement, les chasseurs ouvrent et contrôlent, les drones maintiennent une surveillance constante. Les hélicoptères effectuent le travail le plus proche, celui de soutien direct aux troupes au sol, et c'est souvent le plus risqué. Alors, l'idée est simple. Il ne s'agit pas seulement de la puissance aérienne des chasseurs et des hélicoptères. C'est avions, hélicoptères, plus d'informations, plus d'armes, plus de tactique. C'est ça une force aérienne. Bien maintenant, remettons les pieds sur terre. Quelles sont les véritables limites? Premièrement, la taille, Israël ne peut pas se permettre de grandes pertes. Chaque avion compte, chaque pilote compte. Deuxièmement, la distance. Des ennemis comme l'Iran ou le Yémen ne sont pas à 2 pas. Cela nécessite logistique, planification, ravitaillement en vol, itinéraire et plan de contingence. Troisièmement, plusieurs fronts. Israël ne peut pas se concentrer sur un seul point tout en regardant au loin, il doit aussi surveiller ce qui est proche, il est tout simplement entouré d'ennemis. Et quatrièmement, la dépendance aux chaînes internationales. Israël a une industrie forte, mais beaucoup de plateformes clés viennent des États-Unis. Cela implique des pièces de rechange, de la coopération et des choix politiques. L'armée de l'air israélienne part normalement avec un avantage: expérience, intégration et rythme. Israël, par nécessité, a développé une culture très agressive de précision, de rapidité et d'apprentissage constant. Ici, on opère, on évalue, on corrige et on opère à nouveau. Cela crée un avantage asymétrique, car l'armée de l'air n'est pas un musée d'avions, mais un système vivant. Maintenant, un point important. Parfois, les gens disent qu'Israël a la meilleure force aérienne du monde, et je ne le dirai pas de façon absolue.
Certaines forces aériennes disposent de capacités stratégiques qu'Israël ne possède pas. Les États-Unis possèdent des bombardiers stratégiques, d'immenses flottes et des bases mondiales, contrairement à Israël. Mais ce que l'on peut dire, et avec de bonnes raisons, c'est ceci. Israël pourrait avoir l'une des forces aériennes les mieux préparées pour la guerre réelle, en ce qui concerne Israël. Sa taille et son environnement de menaces constantes, il faut le dire, c'est le plus volatile de la planète. C'est très différent, c'est comme comparer un boxeur qui se bat souvent avec un autre qui ne se bat qu'une fois par an. Il ne s'agit pas seulement de force, c'est du rythme, des réflexes, c'est de l'adaptation. Cette combinaison rend justement l'armée de l'air israélienne si efficace. Maintenant, avant de conclure, je veux que nous comprenions qu'une opération complète, un scénario hypothétique de longue portée, ne commence pas au décollage, mais des jours auparavant. Renseignements, signaux, confirmations, itinéraires, défense, plan de contingence. Ensuite vient la guerre électronique qui consiste à aveugler les yeux de l'ennemi, à le confondre, à le dégrader, et ce n'est qu'après que vient le groupe de combat. Dans une opération sérieuse, on envoie non seulement des chasseurs, mais aussi du soutien, des ravitailleurs et des équipes de sauvetage. Parce que, du moins pour Israël, maintenir des capacités de recherche et de sauvetage est très important. Car pour l'État israélien, les pilotes sont leur bien le plus précieux. Chaque pilote représente des années d'entraînement, d'expérience et de discernement. Lorsque vous entendez parler de la puissance aérienne israélienne, ne pensez pas seulement aux avions modernes, mais à un système global. Il ne peut pas se permettre des guerres longues et incontrôlées. Israël doit être rapide, précis, intelligent, et c'est pourquoi la force aérienne est sa colonne vertébrale. Ce n'est pas seulement un symbole, c'est un outil de survie. Alors la question qui reste et que je veux partager avec vous, que je veux vous laisser, c'est qu'est-ce qui pèse le plus dans un grand conflit ? L'avion le plus moderne, la guerre électronique ou la capacité de soutenir de longues campagnes avec la logistique, l'approvisionnement et la disponibilité ? Dites-le moi en commentaire, je suis sûr qu'on y lira d'excellentes analyses. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre l'actualité d'Israël et de la région avec des reportages et mises à jour hebdomadaires. Laissez un like avant de partir. À bientôt, au revoir.